S'il est vrai, comme le pensait Lénine, que l'essence du marxisme consiste à savoir d'abord analyser correctement une situation concrète, il n'était pas facile, en juillet 1923, d'être en Allemagne bon marxiste. La situation était contestablement pré-révolutionnaire, mais comme telle, elle revêt des aspects contradictoires. En outre, le souvenir des mésaventures passées pèse sur le jugement des responsables. Plus l'enjeu est important et les chances de vaincre réelles, plus les risques de défaite apparaissent immenses. Et sérieuses les raisons de temporiser pour ne pas tout perdre en s'engageant prématurément. Rumeur de guerre civile. La température, après le répit relatif dans la rue, ne cesse de monter dans tout le pays à partir du début de juillet, à mesure que s'aggrave la crise économique, que s'effondre le manque et que flambent les prix. Des grèves éclatent ici puis là, sauvages, désavouées par les syndicats, combattues par les dirigeants social-démocrates qui y dénoncent le risque d'aventure et de désordre favorable au développement de l'influence communiste. L'autorité croissante des conseils d'usine s'y fait sentir. Leur comité d'action pour l'ensemble du Reich, le comité des caisses que préside Groth, commence à faire figure de direction ouvrière de rechange, sérieux contrepoids à la direction des syndicats. Le 16 juillet, il adresse, au nom des conseils d'usine, un appel solennel aux travailleurs, fonctionnaires, employés et intellectuels. Décrivant la catastrophe qui menace la société allemande tout entière, il réaffirme que la classe ouvrière peut venir à bout de la racine du mal. Le système capitaliste, seule la lutte d'ensemble, seule la lutte de classe peut vous apporter ce dont vous avez besoin pour assurer tout simplement votre vie. Tout le peuple travailleur est en mouvement. Dans ce flot que les syndicats tentent aujourd'hui d'endiguer et de saboter, des tâches et des réponses importantes échouent au conseil d'usine. Il évite les conseils d'usine à constituer des organismes locaux et régionaux pour donner aux masses ouvrières, dans les luttes qui viennent, objectifs et direction. Il faut développer comité de contrôle des prix et centuries prolétariennes. Avec les conseils d'usine, ils formeront la base du gouvernement ouvrier qui peut seul donner à la crise une issue positive. De fait, grèves et manifestations se succèdent. Manifestations ouvrières à Bautzen le 2 juillet, à Dresde et à Leipzig le 7. À cette date, plus de 100 000 mineurs et métallos sont en grève en Haute-Silésie, sous la direction de comité central de grève élu, qui comprend 6 communistes sur un total de 26 membres. Le 11 juillet éclate, fait sans précédent une grève de 100 000 ouvriers agricoles de Silésie, que votent imiter 10 000 journaliers de Brandebourg. Le 11 juillet également commence la grève des marais de commerce, à Emden, Brême, Hambourg, Lübeck, sous l'impulsion de la Fédération des gens de mer, adhérente à l'ISR, et dirigée par des communistes. À Berlin, ce sont les métallos qui entrent en action. Cette corporation cote dans la capitale et sa banlieue, 153 000 syndiqués sur un total de 250 000 ouvriers. De nombreuses petites entreprises n'ayant même pas 50% de syndiqués. La pression ouvrière obtient l'organisation de référendums sur la grève à l'intérieur du syndicat, réponse massivement positive. Le syndicat organise alors un second référendum, ouvert aux non-syndiqués, la majorité en faveur de la grève est plus écrasante encore. Finalement, le mot d'ordre de grève est lancé pour 60 entreprises, les plus importantes, cotant au total 90 000 ouvriers. Le patronat ouvre aussitôt les négociations. Le L0 juillet. Il y a 150 000 grévistes, la direction syndicale ayant été débordée dans de nombreuses usines. Le même jour, le patronat signe une augmentation de salaire, de 98 marks pour la dernière semaine de juillet à 12 000 pour la première semaine de juillet. Une clause prévoit l'établissement d'une commission paritaire chargée d'établir un index des prix qui servira de base à l'établissement d'une indemnité de vie chère, à la demande du patronat, et pour éviter les risques de contagion, elle demeure secrète. Les résultats sont pourtant là. Les nouveaux salaires des métallos, à partir du 10 juillet, sont de 38% supérieurs aux chiffres revendiqués par les syndicats et refusés le 3 juillet. C'est bientôt le tour des ouvriers du bâtiment, puis de l'industrie du bois de la capitale. Partout, les communistes jouent le premier rôle dans le déclenchement de la grève, voire la reprise du travail, non seulement dans les réunions syndicales où ils sont souvent majoritaires, mais dans les assemblées ouvrières, ouvertes à tous, qu'ils contraignent les dirigeants syndicaux à convoquer. Le 12 juillet, au cœur de la montée de ces grèves économiques pour la défense des salaires, Dorothée Faneux publie un retentissant appel au parti. Il a été rédigé entièrement de la main de Brandlöf, qui l'a fait adopter le 11 malgré bien des réticences par une centrale surprise. Ému en effet des progrès des nationalistes d'extrême droite, bouleversé par le compte rendu d'une réunion au cours de laquelle l'ancien gauchiste Wolfhem, passé de l'autre côté, a parlé de fusiller les communistes. Et Brandlöf cherche à galvaniser le parti et à lui donner conscience de la gravité de l'heure. La situation, selon l'appel, ne cesse de s'aggraver. Le gouvernement Cuno est au bord de la banqueroute et l'heure de la crise totale approche. Français et Belges patronnent en Rhénanie le mouvement séparatiste, la Bavière est à la veille de faire sécession sous un gouvernement d'extrême droite, les troupes de la Reichswehr en Bavière au moins, les sections d'assaut nazies, la Reichswehr noire, se préparent à déclencher après la moisson la guerre civile contre la Saxe et la Thuringe ouvrière, où les gouvernements des social-démocrates de gauche favorisent le développement du mouvement des conseils d'usine et tolèrent celui des centuries prolétariennes. Les plans des fascistes sont connus des dirigeants de l'armée,
qui les favorisent, des dirigeants des partis bourgeois qui les encouragent, et des dirigeants social-démocrates complices par leur silence, nous allons au-devant de durs combats. Nous devons être entièrement prêts à agir. Il faut nous y préparer et préparer les masses sans nervosité, avec sang-froid et les idées claires. Personne ne peut savoir quand les fascistes attaqueront. Nous, communistes, ne pouvons gagner cette bataille contre la contre-révolution qui, si nous réussissons à conduire au combat, avec nous les travailleurs social-démocrates et sans parti. Notre parti doit porter la combativité de ces organisations à un degré tel qu'elles ne soient nulle part surprises par le déclenchement de la guerre civile. Les fascistes comptent l'apporter dans la guerre civile par une brutalité foudroyante et la violence la plus résolue. Leur coup de force ne pourra être réprimé que par la terreur rouge opposée à la terreur blanche. Si les fascistes, armés jusqu'aux dents, fusillent nos combattants prolétariens, ils nous trouveront résolus à les anéantir. S'ils collent au mur grévistes sur 10, les travailleurs révolutionnaires fusilleront un fasciste sur sec. Le parti est prêt à se battre épaule contre épaule avec quiconque accepte sincèrement de combattre sous la direction du prolétariat. En avant serront les rangs de l'avant-garde prolétarienne. Dans l'esprit de Ingolf Liebknecht et Rosa Luxemburg au combat, le même numéro de Die Rote Fahne annonce la décision de la centrale de faire du 29 juillet, journée antifasciste du prolétariat, et d'y organiser des manifestations dans toute l'Allemagne. Le moment paraît venu d'éprouver la force du parti dans de grandes manifestations de rue qui peuvent, à leur tour, influencer le cours du développement politique, en particulier du ralliement au communisme de la majorité des travailleurs. L'initiative de l'appel au parti est cependant critiquée, notamment parmi les cadres qui se rattachent à la droite. Brandlöffer mentionnera plus tard les rumeurs déclenchées à cette époque. Brandlöffer est devenu fou. Une fois de plus, il va faire un putsch. L'affaire de la journée antifasciste. La décision d'organiser une manifestation répondait, sans aucun doute, à la volonté de la centrale d'assurer sa prise sur le mouvement, mais aussi de l'unifier et de le centraliser. Dans le climat de l'heure, en tout cas, cette manifestation ne pouvait que constituer un pas important vers l'affrontement des classes. La grande presse y dénonce immédiatement une initiative de combat, la preuve que les communistes préparent la guerre civile. La presse du parti dément, mais ses appels à la vigilance. Son insistance sur la nécessaire mobilisation de masse, sur l'approche inéluctable du moment décisif, entretiennent une atmosphère lourde. D'ailleurs, les militants communistes ne sont pas seuls à préparer la journée antifasciste. La lecture des appels lancés pour la préparation et l'organisation de manifestations locales montrent qu'ils ont su gagner à leur projet de nombreux responsables syndicaux et des sans-partis. Mieux, là où les communistes ont réussi à convaincre les organisations social-démocrates, c'est une foule ouvrière qui manifeste sa volonté de les suivre et même de les précéder. À Francfort-sur-le-Main, le 23 juillet, au cours d'une manifestation organisée en commun par le KPD et le Parti social-démocrate, se produisent de violents incidents. Des magasins sont fermés de force par les manifestants, des autobus arrêtés, des passants d'allure bourgeoise interpellés, contraints de porter les pancartes et de crier les mots d'ordre. L'Oberpräsident du Hanovre, Gustav Persson, saisit le prétexte pour interdire la manifestation du 29 sur le territoire de son État. Le gouvernement du Reich évite les autres États à suivre cet exemple. Ils s'y conforment tous, à l'exception de la Saxe et de la Thuringe. En Prusse, le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Severing, interdit la manifestation prévue à Potsdam. Toutes les divergences resurgissent de seul coup à l'intérieur de la centrale. Faut-il s'écliner devant l'interdiction? Faut-il, au contraire, passer outre? Mais dans ce cas, comment ne pas prendre de risques excessifs, ne pas risquer un combat prématuré? Brandlöffer penche pour une solution intermédiaire. Le Parti communiste est certes maintenant capable d'entraîner derrière lui des forces considérables, mais comme il n'a encore pris la tête d'aucun mouvement de masse important, on doit absolument éviter les provocations gouvernementales. En bref, il faut éluder l'épreuve de force sans pour autant capituler. Il propose de maintenir le mot d'ordre et de manifester en Saxe, Thuringe et Bade, où il n'y a pas eu d'interdiction, et aussi en Saxe prussienne, dans la Ruhr et en Haute-Silésie, où les autorités n'ont pas les moyens d'empêcher la manifestation. De toute façon, les manifestations devront être protégées par les centuries prolétariennes en armes. Ruth Fichet pense, elle, que le parti ne peut s'écliner sans perdre la face et la confiance des travailleurs. Elle insiste sur la nécessité de maintenir la manifestation de Berlin. Or, la police berlinoise d'Ensevering est une force redoutable, et les communistes sont une minorité dans le prolétariat berlinois par rapport aux social-démocrates. Le risque existe pour eux, aggravé aux yeux d'Brandlöffer par la présence des gauchistes au poste de commande du district Berlin-Brandebourg, de tomber dans le piège d'une provocation et d'isoler une fois de plus l'avant-garde du prolétariat berlinois dans un combat prématuré. C'est ce que fait remarquer Brandlöffer, lequel ajoute, non sans doute sans quelque perfidie, que la centrale pourrait autoriser la manifestation de Berlin seulement dans le cas où les responsables du parti dans la capitale seraient capables de lui assurer une suffisante protection armée.
Contre-proposition qui mérite ficher si hors d'elle qu'elle va jusqu'à traiter Imbrandlof de fasciste et d'aventurier. Imbrandlof recule et propose de lancer une grève de protestation contre l'interdiction des manifestations. Sa proposition n'est pas non plus retenue. La centrale est en réalité plongée dans un profond désarroi. La presse continue de dénoncer le péril bolchevique, l'intention des communistes de déclencher un putsch à l'occasion de la manifestation, et la majorité pense qu'il faut à tout prix refuser de tomber dans le piège en acceptant de se battre au jour et à l'heure choisie par l'adversaire. Pourtant, la décision de s'incliner devant l'interdiction est si lourde que Imbrandlof ne veut pas la prendre seul, sans l'avis de l'exécutif. Or, la situation à Moscou est confuse. Le 12 congrès du parti bolchevique vient de s'y terminer. C'était le premier congrès sans Lénine, dont le dernier article apparu le 6 février et qui, frappé d'une nouvelle attaque, est totalement paralysé depuis le 9 mars. Cela fait déjà plusieurs mois que les oppositions se sont cristallisées dans le bureau politique autour des questions économiques. La crise des ciseaux appelle des remèdes. Trotsky propose industrialisation et planification, que la majorité rejette. Contre lui se scelle l'alliance de Zinoviev, Kamenev et Staline. Secrétaire général depuis 1922, qu'on connaît sous le nom de la Troïka, mais ces divergences n'ont pas été exprimées au Congrès. La Troïka a eu en revanche à faire face à de sévères critiques. Preobrajenski et d'autres dénoncent l'étouffement de la démocratie dans le parti, la montée de l'appareil, la généralisation des méthodes autoritaires de direction. Boukharine et Rakovski reprochent à Staline de mener une politique chauvine de russification forcée. C'est d'ailleurs à partir de l'affaire géorgienne que Lénine a proposé à Trotsky un bloc contre Staline et engagé une lutte qu'il a conduit, la veille de son ultime rechute, à rompre toute relation personnelle avec ce dernier. Mais Trotsky, en l'absence de Lénine, n'a pas engagé le faire au Congrès, alors que ses adversaires s'organisent déjà en fraction contre lui au bureau politique. Quand le télégramme d'Imbrandlof est arrivé à Moscou, la majorité des dirigeants bolcheviques, notamment Zinoviev, Boukharine, Trotsky, sont en vacances. À l'exécutif sont présents seulement Radek et le Finlandais Kuisinen. Les communistes bulgares viennent de répéter l'erreur du KPD du 13 mars 19, vêtés de se proclamer neutre dans le conflit armé entre le gouvernement paysan réformiste de Stabiliski et le soulèvement militaire de Tsakov. L'opinion de Radek est qu'il faut se garder de forcer la lutte et de courir au-devant d'une défaite pareille à celle de juillet 1917. Par crainte de voir se répéter ce qui s'est passé en Bulgarie, il consulte néanmoins les dirigeants en vacances. Trotsky, arguant qu'il manque d'informations, se récuse. Zinoviev et Boukharine pensent qu'il faut passer outre à l'interdiction et faut connaître leur opinion à Radek. C'est seulement en suivant la voie tracée dans l'appel du 12 juillet que le Parti communiste allemand pourra se faire reconnaître comme l'aspirateur et le centre de ralliement dans la lutte du prolétariat contre le fascisme. Autrement, la regrettable expérience de l'Italie et de la Bulgarie se renouvellera. Il y a déjà trop d'hésitants dans le Parti communiste allemand. L'opinion de Staline est diamétralement opposée. Il va affirmer, dans une lettre adressée à Boukharine et Zinoviev, la nécessité de reculer temporairement. Devons-nous, nous, communistes, chercher dans la phase actuelle à nous emparer du pouvoir sans les social-démocrates? Sommes-nous assez mûrs pour cela? Selon moi, tout est là. Quand nous avons pris le pouvoir en Russie, nous avions des réserves comme A. Le PIB, la terre aux paysans, C. Le soutien de l'immense majorité de la classe ouvrière, D. La sympathie des paysans. Les communistes allemands n'ont en ce moment rien de semblable. Certes, ils ont dans leur voisinage la nation soviétique, ce que nous n'avions pas, mais que pouvons-nous leur offrir à l'heure actuelle? Si aujourd'hui en Allemagne le pouvoir, pour ainsi dire, tombait et si les communistes s'en saisissaient, ils échoueraient avec perte et fracas. Cela dans le meilleur des cas. Dans le pire, ils se feraient tailler en pièces et rejeter. Le tout n'est pas qu'Imbrandlof veuille éduquer les masses, l'essentiel est que la bourgeoisie, plus les social-démocrates de droite, transformerait à coup sûr le cours de la manifestation en bataille générale. En ce moment, toutes les chances sont de leur côté et les écraseraient. Certes, les fascistes ne dorment pas, mais nous avons intérêt à ce qu'ils attaquent les premiers. Cela groupera toute la classe ouvrière autour des communistes. L'Allemagne n'est pas la Bulgarie. D'ailleurs, d'après tous les renseignements, les fascistes sont faibles en Allemagne. Selon moi, on doit retenir les Allemands et non les stimuler. En présence de ces opinions contradictoires, Radek télégraphie le 26 à Imbrandlof. Le présidium de l'Internationale conseille l'abandon des manifestations du 29 juillet. Nous craignons un piège. La centrale se rallie à cette position. Presque partout. Les manifestations de rue prévues pour la journée antifasciste sont remplacées par des meetings France-Salle, sauf en Saxe, Thuringe et dans le Württemberg. Les manifestants sont néanmoins très nombreux, 200 000 à Berlin, dans 17 meetings de 50 à 60 000 à Chemnitz, 30 000 à Leipzig, 25 000 à Gotha, 20 000 à Dresde, 100 000 au total dans le Württemberg. La gauche dénonce ce qu'elle considère comme une capitulation. La centrale se félicite d'avoir déjoué les plans de la contre-révolution qui voulait, à cette occasion, développer une ambiance de pogrom. C'est Ernst Meyer qui explique la décision. Si les communistes avaient eu l'intention, comme le prétend le gouvernement, de commencer la guerre civile le 29, personne n'aurait pu les en empêcher.
Mais il ne songe nullement à commencer la bataille au moment choisi par l'adversaire. Le Parti communiste, déjouant la provocation, a donné à la manifestation du 29 des formes appropriées aux circonstances locales, sans s'attirer le reproche de mettre en jeu à la légère la vie de ses propres adhérents ou des travailleurs in sympathisants. L'impatience révolutionnaire verra peut-être dans cette décision au recul nuisible. Notre parti sait très bien qu'il ne peut gagner en influence et en confiance dans la classe ouvrière qu'en disant ouvertement ce qu'il compte faire et pourquoi. Parti de masse, dont la tactique est profondément différente de la tactique de conspiration et d'émeute des petites organisations contre-révolutionnaires. Le Parti communiste n'a besoin ni de manœuvres ni de stratagèmes. Il continuera son travail d'agitation, de propagande, d'organisation, la situation au début d'août. Cet appel au calme et à la préparation revêt des accents insolites dans l'Allemagne surchauffée de la fête de juillet et du début d'août. Le 26 juillet, Kreuzetag écrit « Nous sommes maintenant qui pourrait encore s'y tromper après ce qui se déroule sous nos yeux, sans aucun doute à la veille d'une nouvelle révolution. Germania le lendemain. Constate, la confiance dans le gouvernement du Reich est profondément ébranlée. Le mécontentement a atteint un degré dangereux. La fureur est générale. L'air est chargé d'électricité. Une étincelle et ce sera l'explosion. C'est l'état d'esprit du 9 novembre. Dans toute la presse, sauf les journaux communistes, revient l'expression Novemberstimmung. Le 29 juillet se tient à Einheim fut une conférence extraordinaire de l'opposition social-démocrate. Paul Lévy et Kurt Rosenfeld sont là, et aussi Disman, le dirigeant du syndicat des métallos. Max Urich, responsable de ce syndicat à Berlin. Paul Lévy, qui est l'organisateur de la conférence, parle des triomphes communistes, des impardonnables erreurs commises par le Parti social-démocrate. Leipziger Volkszeitung publie le compte rendu de la réunion. Ce comportement fractionnel est une preuve de l'ébranlement de l'appareil et reproduit la résolution votée. Elle appelle à la lutte pour le renversement du gouvernement Cuno et se prononce contre toute participation éventuelle des social-démocrates à une grande coalition avec les partis bourgeois, ce qui revient à rejeter d'avance toute solution parlementaire à la crise qui vient et à s'engager dans la voie de la constitution de gouvernements ouvriers. Pas que Lévy est décidé à franchir. De son côté, Radek développe longuement la ligne communiste sous le titre « Devant la faillite de la bourgeoisie allemande, les devoirs du Parti communiste » dans Dorothée Faneux du 2 août. Pour lui, l'Allemagne est en train de vivre la deuxième défaite de sa bourgeoisie, contrainte à la capitulation pour échapper au soulèvement des masses et à la révolution. 3 faits essentiels caractérisent la situation. D'abord, les progrès fantastiques des communistes. Le parti approche aujourd'hui de la conquête de la majorité des ouvriers actifs du pays et dispute victorieusement la majorité aux social-démocrates dans de nombreux secteurs, entreprises et localités. Ensuite, le déclin de la social-démocratie, elle a cessé d'être facteur actif de la vie publique. Elle n'est même plus le facteur décisif de la contre-révolution, c'est une masse inerte. En fait, sous la poussée des communistes, le mouvement fasciste est en train de se décomposer. La victoire de la révolution prolétarienne est-elle à l'ordre du jour dans un proche avenir? Tout semble l'indiquer, mais Radek insiste sur la nécessité de ne pas s'abandonner au fatalisme, car la réponse à cette question décisive dépend exclusivement de l'action du parti. Il souligne, la bourgeoisie allemande est organisée comme nulle autre au monde. Le Parti communiste allemand doit être organisé comme aucun autre. Il s'élève fermement contre les illusions de ceux qui pensent que le modèle russe trace la marche à suivre. Les bolcheviks ont pu prendre le pouvoir avec 70 000 membres, car la bourgeoisie russe n'était pas organisée. Notre parti allemand doit avoir au moins 1 million de membres, et bientôt, et notre organisation ne doit pas être une machine électorale, mais un point fermé, uni non seulement par l'idéal communiste, mais encore par l'armature de fer de nos bataillons de choc, les saturies prolétariennes. Il est fort possible que le Parti communiste allemand soit mis en demeure d'agir avant d'avoir atteint ses objectifs. Mais il doit y tendre de toutes ses forces pour s'assurer en cas de succès, de toute façon, le maximum de chance. Dans l'immédiat, il lui faut pousser l'organisation et le développement des réalisations concrètes du front unique, marcher de l'avant avec les social-démocrates de gauche pour bâtir les conseils d'usine, les comités de contrôle, les saturies prolétariennes et par eux, développer les revendications transitoires susceptibles de mobiliser les masses, le contrôle de la production, la saisie des valeurs réelles, la constitution de gouvernements ouvriers et paysans. Il est également capital de songer de façon précise à la conquête de large couche de la petite bourgeoisie. Nous aurons besoin des ingénieurs, des officiers, des employés de banque pour tirer l'Allemagne de sa misère. En conclusion de cet article, daté du 29 juillet et rédigé à Moscou, Radek répète que le moment de l'attaque n'est pas encore venu. Ne permettons pas à nos ennemis de nous infliger des défaites partielles. Des offensives mal préparées peuvent amener des défaites au moment le plus propice à l'action. Si l'adversaire prend l'offensive, il se trompe dans tous ses calculs, soyons prêts en ce cas à lui opposer une résistance victorieuse d'abord et à le vaincre ensuite. Mais ne cherchons pas de décision prématurée, telle est la situation en Allemagne, tels sont les devoirs du Parti communiste.
Ils exigent de lui les plus grands efforts, la foi en ses propres forces, en son énergie et son enthousiasme, mais aussi du sang-froid, du calme, un beau calcul stratégique. Puis viendra une heure où les communistes allemands pourront se dire de l'audace et encore de l'audace. Ce sont les mêmes thèmes, reposant sur la même analyse, que Brandlöf développe les 5 et 6 août devant le comité central en lui présentant une résolution sur la situation politique. La tâche du parti est, selon lui, de se préparer à une lutte révolutionnaire défensive. Il doit redoubler d'efforts en vue de former avec les syndicats et le Parti social-démocrate un front unique ouvrier qui conduirait à l'établissement en Allemagne de gouvernements ouvriers et paysans. Il s'agit donc de continuer la campagne pour gagner les travailleurs encore influencés par la social-démocratie, et sinon la sympathie, du moins la neutralité bienveillante des couches inférieures de la petite bourgeoisie. Ruth Fichet, qui reprend sa critique de l'interprétation opportuniste, du front unique et du gouvernement ouvrier, et accuse Brandlöf d'avoir abandonné la perspective de la dictature du prolétariat, et Hugo Banff, qui critique vivement le mot d'ordre de gouvernement ouvrier et paysan adopté par l'exécutif élargi de juillet, s'abstiennent dans le vote final. Avec leurs 7 camarades de la gauche, Brandlöf dit dans un compte rendu que ces 7 abstentions n'ont que la portée d'une protestation personnelle contre sa personne et cite Ruth Fichet. Depuis le congrès de Leipzig, le parti s'est développé dans un sens conforme aux vœux de l'opposition. Le péril opportuniste y existe encore, mais très limité, mais l'impatience grandit dans les rangs ouvriers, accrue par la déception qui a suivi le recul de juillet. Les dirigeants du KPD ont-ils, comme l'estime car épuisé leur répertoire de mots et d'idées? Le Parti communiste allemand n'est-il, comme il le pense, ni équipé, ni prêt pour l'action? N'ont-ils tout simplement pas réussi, ainsi que le suggéra plus tard Radek, à découvrir que la nouvelle vague révolutionnaire commençait sous leurs yeux, installés qu'ils étaient dans la routine de leur pratique propagandiste pour le front unique et le gouvernement ouvrier? Le fait est que, quelques jours plus tard, le déchaînement à partir de Berlin des grèves économiques va créer une situation politique nouvelle qui les surprendra autant, sinon plus, que les dirigeants politiques de la bourgeoisie allemande et les chefs social-démocrates. Baromètre Topet. Le Reichstag se réunit le 8 août. Cuno, dans un discours fréquemment interrompu par les députés communistes, réclame un vote de confiance, lance un appel au sacrifice, à l'épargne, au travail. Les social-démocrates, immédiatement après ce discours, demandent et obtiennent une suspension de séance et le renvoi de la discussion au lendemain. Weilen Fukkonen, orateur du Parti communiste, lance à bas Cuno, voilà le cri qui de tous côtés monte vers nous. Le débat reprend le 9 août. La salle est littéralement assiégée par des délégations ouvrières que l'Assemblée refuse de recevoir. Les députés social-démocrates annoncent qu'ils s'abstiendront dans le vote sur la confiance. On apprend que les ouvriers de Borsig sont en grève à Berlin, à Chemnitz. 150 000 manifestants réclament la démission de Cuno. Le débat se poursuit. Il se termine le 10 août par un vote de confiance, les social-démocrates s'abstenant et les communistes votant contre. Weilen Fukkonen de la Tribune s'est adressé aux travailleurs allemands en lançant un appel pour que le mouvement de masse des travailleurs revienne, par-dessus le Parlement, à former un gouvernement ouvrier révolutionnaire. Le baromètre marque la tempête. Dès l'aube, la grève a commencé dans les ateliers du métro de Berlin. Quelques minutes après, c'est le tour des imprimeurs, et surtout, à l'initiative de la cellule communiste, celui des 8000 ouvriers de l'imprimerie nationale. La planche à billets est arrêtée, dans quelques heures, le gouvernement ne disposera même plus de moyens de paiement. Les grandes entreprises suivent le mouvement et s'y mènent des Breil après Borsig. Les ouvriers de hautes entreprises berlinoises en grève reprennent dans des résolutions les mots d'ordre des communistes pour la démission de Cuno et la formation de gouvernements ouvriers. Les transports urbains sont complètement arrêtés. Il y a des coupures de gaz et d'électricité. La grève des transports et celle des électriciens provoquent d'autres arrêts du travail, des rassemblements, une agitation croissante. À Hambourg, grève totale sur les chantiers. Manifestations ouvrières à Krefeld et Aix-la-Chapelle. La police intervient et il y a des morts. Les éditions de midi des journaux berlinois annoncent que la Reichsbank va fermer ses guichets faute de billets. Le NVOETS rappelle les travailleurs au calme. Dorothée Fan publie un appel du comité des caisses dans toutes les usines. Résistance passive, à bas du prix des salaires, à la porte les faillis, à la porte les usuriers pour notre travail, au minimum le salaire du temps de paix. Paiement immédiat de 10 millions de NMarks pour vie chère à tous les ouvriers, employés et fonctionnaires. Le paix pour ceux qui travaillent, saisie du ravitaillement, répartition par les syndicats et les organisations ouvrières. Pour un gouvernement ouvrier et paysan, travailleurs, il faut en sortir. Le gouvernement Cuno vous mène à la ruine. Scellez le front unique de tous les exploités dans la lutte pour votre existence. Formez dans toutes les entreprises des groupes de défense ouvrière. Dans la soirée du 10 août, la commission des syndicats de Berlin tient une séance extraordinaire à laquelle elle a invité des représentants des partis social-démocrates, indépendants et communistes. Otto Wels est là, avec Rudolf Bretsched et Hertz.
Les communistes sont représentés par Ruth Fischer, Engage et Fritz Ecker. Il s'agit de savoir si les syndicats vont appuyer la grève qui est en train de se développer de façon spontanée. C'est une décision de portée historique. Si les syndicats s'y décident et lancent le mot d'ordre, la grève sera totale et balayera Cuno. Et dans ce cas, l'unique issue sera la formation de gouvernements ouvriers avec les représentants des syndicats, la solution même proposée par Légier au lendemain du putsch de Cap, mais intervenant cette fois au cœur de l'élan offensif des ouvriers. La discussion est passionnée. Des syndicalistes chevronnés, réformistes convaincus depuis des décennies, Ruth Fischer mentionne Gustave Sabat, inclinent pour une initiative dont ils ont conscience qu'elle signifierait la rupture avec la bourgeoisie et tout le passé de l'organisation syndicale. Les dirigeants social-démocrates et Noël Frottet argumentent en sens contraire, la grève c'est l'anarchie, la voiture, le chaos. Or le gouvernement vient précisément de donner à une délégation de leur parti de sérieuses assurances. Il va agir. 50 millions de Max Fror, garantis par de grandes sociétés, vont être consacrés à l'achat de denrées alimentaires, 200 millions, dans les mêmes conditions, à juguler l'inflation. Le Reichstag vient de voter l'augmentation de l'impôt sur les revenus et les sociétés. Tout cela permet d'escompter une rapide amélioration de la situation économique, qu'une grève viendrait compromettre définitivement. Les communistes leur opposent une résolution en faveur d'une grève générale de 3 jours, avec comme objectif ce salaire horaire minimum de 0,60 Mark Fror, la démission de Cuno. La formation de gouvernements ouvriers et paysans. Tiennent-ils vraiment à convaincre leurs interlocuteurs? On peut en douter à la lecture de l'intervention de Ruth Fischer. Je voudrais que les ouvriers puissent voir et entendre votre noble commission syndicale. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer dehors, sinon vous ne débiteriez pas toutes ces médiocrités. Le mouvement est là, il est fort, et la question est simplement de savoir s'il sera mené de façon unifiée, avec vous, sans vous ou contre vous, les dirigeants syndicaux, ébranlés par l'argumentation de Veil et les promesses gouvernementales, ne peuvent guère être entraînés à l'action par une telle attitude. Ils se résolvent finalement à rejeter la proposition communiste. Dans la soirée du 10, le Polbureau adresse une circulaire à tous les districts les informant de l'explosion à Berlin de puissant mouvement de masse spontané de résistance passive et de grève. Il annonce que l'Assemblée de délégués va se tenir le lendemain et décider une grève de 3 jours. La poursuite ultérieure du mouvement dépendra de son déroulement et du mouvement dans le Reich. Les informations reçues indiquent dans tout le Reich une situation semblable à celle de Berlin. Partout, résistance passive et grève. Il s'agit de rassembler méthodiquement ces mouvements et d'en prendre la tête. Partout, nous devons nous employer à ce que les comités locaux de la DGB prennent la tête de ce mouvement spontané. Là où cela ne se produit pas, là où le mouvement est spontané, il ne faut pas perdre de temps dans de longues négociations. Les comités d'usine doivent diriger et organiser le mouvement. Le parti doit se tenir prêt à toute éventualité, et notamment à celle de passage dans l'illégalité. Pour le moment, cependant, la perspective est la suivante. Il est possible que le gouvernement Cuno soit renversé sous la poussée de la grève et remplacé par la Grande Coalition. Le SPD cherchera peut-être à freiner le mouvement par son entrée dans le gouvernement. Le 11 août est le jour de la Constitution, 4e anniversaire de l'adoption de la Constitution de Weimar, fusillades à Hanovre, Lübeck, Neurode. À 10 heures du matin, dans les 2 salles voisines de Neuenwelf et Kliemfestsaal, arrivent en auto ou sur des motos à fanion rouge les délégués à l'Assemblée des conseils d'usine convoqués dans la nuit, après la réunion par le comité des caisses. La police n'intervient pas. Au nom du comité, Hermann Groth propose de décider une grève générale de 3 jours. Sa proposition est adoptée sans grand débat à l'unanimité des 2000 délégués présents ainsi que programme en 9.1. Démission immédiate du gouvernement Cuno. 2. Constitution de gouvernement ouvrier et paysan. 3. Réquisition des vivres et répartition équitable sous contrôle des organisations ouvrières. 4. Reconnaissance officielle immédiate des comités de contrôle ouvrier. SEC. Levée de l'interdiction des centuries prolétariennes. 6. Fixation immédiate de salaire horaire minimum de 60 pfennigor. 7. Embauche de tous les chômeurs dans la production. 8. Levée de l'état d'urgence et de l'interdiction des manifestations. 9. Libération immédiate des détenus politiques ouvriers. Dans l'après-midi, le Parti communiste reprend à son compte l'appel des comités d'usine, qu'il reproduit en tract. La police le confisque, en vertu de décrets adoptés la veille l'autorisant à saisir tout matériel et primé appelant à troubler la paix publique ou au renversement violent du régime existant. Le groupe parlementaire social-démocrate, réuni d'urgence, tire les conclusions de la situation et tente de corriger son erreur de la veille. Il déclare que Cuno n'a plus sa confiance et se déclare prêt, sur l'assistance de Wells et étant donné la gravité de l'heure, à entrer dans un gouvernement de grande coalition qui serait décidé à faire payer les riches et à soulager la misère des travailleurs. C'est le coup de grâce pour Cuno qui démissionne. Dans toutes les grandes villes ouvrières où la grève s'étend, des bagarres éclatent. Hermann Groth rédige pour le comité d'action des directives en vue de la grève générale, élection des comités de grève,
organisation de comités de contrôle et de saturie prolétarienne. Partis et syndicats ouvriers pour la constitution du Front unique ouvrier préparant un gouvernement ouvrier et paysan, désarmement par les saturies prolétariennes des groupes armés fascistes, propagande de fraternisation en direction des soldats et des policiers. Le 12 août, collision entre manifestants et policiers à Hanovre, Rothhausen, Gelsenkirchen, 30 morts. Le 13, nouvelle manifestation, nouvelle fusillade, plus grave peu partout, 6 morts à Wilhelmshaven, vet à Hanovre, 15 à Grèce, 10 à Aix-la-Chapelle, vet à Zetz. En Tayena, à Breslau, 4 à Krefeld, 4 à Ratibor. À Halle et à Leipzig, les saturies prolétariennes réquisitionnent du bétail dans les campagnes environnantes, l'abattent et en organisent la distribution aux travailleurs. Dès les premières heures de la grève, la centrale communiste est passée dans la clandestinité, quittant Berlin. Seul Fritz Ecker est resté dans la capitale où, en liaison avec le comité des quais, il assure la direction des opérations. Tout semble possible pendant 48 heures, depuis que la grève sauvage a balayé Cuno. Mais pendant ce temps, les négociations ont été rudement menées entre partis et dès le 12 au soir, le président Hébert a chargé le populiste Gustav Stresemann de constituer le nouveau gouvernement. 4 social-démocrates y prennent place, Robert Schmidt comme vice-président et Neil Föding aux finances, Solman à l'intérieur et Radbruch à la justice. Le nouveau gouvernement ne dissimule pas ses intentions. Il s'agit de négocier avec la France et de stabiliser le NMOCF, notamment en réformant la fiscalité, en faisant payer les riches. En quelques jours, en effet, l'action ouvrière a conduit la bourgeoisie et ses représentants au Reichstag à un tournant radical inspiré par la peur. La politique du pire incarnée par Cuno l'a menée au bord de l'abîme et elle a décidé de reculer. C'est en échange de la promesse de mesures fiscales dirigées contre les grandes sociétés capitalistes et de renforcement de la surveillance contre les extrémistes de droite que les social-démocrates ont accepté de collaborer, une fois de plus, au sauvetage du régime et de la société. Leur entrée au gouvernement doit pouvoir, selon le calcul de Stresemann, lui assurer au moins quelques semaines de répit qu'il utilisera pour négocier sur la rue. C'est également ce qu'on pense à Moscou, ou du moins ce qu'écrit Radek. Pour lui, Stresemann, qui représente la bourgeoisie moyenne, va tenter de sortir de l'impasse diplomatique par des négociations et l'élaboration d'une réforme financière éposant la bourgeoisie. Les social-démocrates se sont ralliés à la Grande Coalition parce qu'elle leur ouvre la possibilité de voir se réaliser la voie moyenne qu'ils souhaitent, l'arrêt de la baisse du NMOCF et de la chute des prix par des mesures financières, la négociation avec la France, des mesures contre les nationalistes et la réduction de l'influence de la grande industrie. Radek, qui juge le nouveau chancelier un homme politique beaucoup plus expérimenté que Cuno, conclut que la crise est toujours aussi grave, mais qu'il se peut très bien que, malgré tout, M. Stresemann représente une étape qui éprimera au mouvement un temps d'arrêt, une accalmie relative. Tel est également le point de vue de la centrale allemande. Dans la campagne d'agitation qu'il mène depuis des semaines, les communistes présentaient la chute de Cuno comme la préface de la formation de gouvernement ouvrier. Mais Cuno tombé, la social-démocratie a choisi de jouer la carte de la Grande Coalition et tourner le NDOS fra toute alliance avec les communistes, rendant impossible le gouvernement ouvrier. Un nouveau délai est nécessaire pour aggraver la crise à l'intérieur de la social-démocratie. C'est ce qu'écrit Albert, une trêve relative survient maintenant, qui doit donner à la Grande Coalition le temps de se discréditer plus complètement aux yeux des petits bourgeois et des ouvriers arriérés auxquels le nom de Neil Föding respire encore quelques vagues espoirs. Or le 13 août est également la date du terme fixé par le Congrès des conseils d'usine à la grève générale. Va-t-on la prolonger? C'est sur le coup au moins l'avis du comité d'action qui, dans une proclamation signée de Groth, appelle à élargir la grève générale et à entreprendre avec détermination la lutte contre la Grande Coalition. Sans doute estime-t-il que la grève peut, sur sa lancée, abattre également Stresemann et épouser le gouvernement ouvrier. Ayn Brandlefeu dira que la centrale a tenté l'épreuve en proposant de prolonger la grève d'une journée. Cela ne se révéla pas possible, et même les militants de la gauche durent, selon lui, s'incliner devant le refus des travailleurs de poursuivre un mouvement qui leur apparaissait désormais sans objet après la démission de Cuno et les promesses de son successeur. Au sein du Politburo, en tout cas comme une certaine résistance à la reprise du travail se manifeste, Butcher, Pieck et Ken s'y opposent. Diroté Faneux, qui titrait le 14 au matin, des millions dans la rue, le combat continue, diffuse dans la journée une édition spéciale appelant à la conclusion simultanée et coordonnée de la grève, et expliquant que, face à l'opposition des social-démocrates et des dirigeants syndicaux, il fallait éviter la poursuite d'une action opposée qui risquait d'aboutir à une lutte fratricide. L'éditorial du 15 août était titulé « La lutte a été brisée, préparons la prochaine », et un sous-titre souligne « Interruption non conclusion ». Ayn Brandlefeu soulignera plus tard, dans un plaidoyer pro domo, que la grève n'avait pas revêtu à Halle, Chemnitz, Dresde, bastion du parti, la même ampleur qu'à Berlin, entrant dans la grève après la chute de Cuno. Les ouvriers saxons n'engageaient pas la lutte économique comme leurs camarades l'avaient fait à Berlin, mais une grève politique. Début du soulèvement armé auquel les Berlinois n'étaient pas encore prêts, l'armée ouvrière ne marchait pas encore tout au même pas.
On peut discuter des motifs de la décision de la centrale. Ruth Fischer dit que Brandlef ne voulait pas d'une grève qui n'était pas cautionnée par la DGB. Ce qui n'a évidemment aucun sens puisque cette grève était, dès le début, une grève sauvage. Ulbricht blâme les opportunistes et traîtres de la centrale pour n'avoir pas fixé d'objectifs politiques ni appelé à la création de gouvernements ouvriers. Or, le renversement de Cuno, obtenu par la grève, était l'un de ces objectifs affirmés. Et les conditions n'étaient évidemment pas réunies pour la création de gouvernements ouvriers. Si quelques résistances apparaissent au sein des conseils d'usine, la gauche ne semble pas s'être vraiment opposée à la reprise, et Ruth Fischer elle-même, dont le sens de la discipline n'est pas particulièrement développé, prend la parole devant les délégués des usines pour justifier un arrêt de la grève 3012, que Maslouf semble également avoir approuvé 3013. En réalité, les grévistes de Berlay, au terme des 3 jours prévus, considèrent qu'ils ont, mission de Cuno, réalisé leur premier objectif. La grève se meurt latement, rebondissant jour après jour pendant une semaine encore d'une usine ou d'une région à l'autre. Mais une certaine lassitude apparaît dans les rangs ouvriers, ce dont leurs adversaires profitent. La semaine suivante, quelques 200 grévistes sont arrêtés, plus de 100 000 licenciés. Severing interdit en Prusse le comité des caisses, contre lequel il est tente des poursuites et qui doit chercher refuge à Iéna 3014. Chacun a conscience que la grève qui, en 24 heures, a abattu Cuno, constitue l'événement capital de l'année inhumaine. Pour certains, elle a définitivement démontré aux ouvriers leur impuissance à promouvoir une politique dont les social-démocrates ne veulent pas, et n'aura constitué de ce fait qu'un ultime sursaut. Pour les autres, en contraignant la bourgeoisie à jouer sauvate ou dans une alliance renouvelée avec la social-démocratie, elle a préparé la phase ultime, la prise de conscience révolutionnaire des masses, leur ralliement au communisme. Pour les dirigeants de l'Allemagne bourgeoise comme pour les dirigeants du Parti et de l'Internationale, elle a constitué en tout cas un démenti à leurs analyses récentes. Les mêmes partis qui, le 10 août encore, votaient la confiance à Cuno du 24 heures après, le mettre à la porte pour faire la part du feu. Le patronat de la métallurgie s'empresse de négocier avec les syndicats un accord prévoyant l'institution de l'échelle mobile des salaires qu'il avait jusque-là obstinément refusé. Pour les dirigeants communistes, la grève qui vient d'abattre Cuno constitue le signe que la situation est plus mûre qu'ils ne l'avaient cru. Les premiers vont fébrilement mettre au point un compromis qui, les libérant de l'épreuve de force sur le champ international, leur laisse les mains libres pour écarter la menace révolutionnaire. Les seconds vont préparer dans la hâte une prise du pouvoir qui leur paraît exigée par la majorité du prolétariat actif.